Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Socrate. On va changer un peu nos habitudes, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas parler directement d'une pensée philosophique, mais d'un événement, un événement qui a marqué l'histoire de la philosophie, qui en constitue même, si on peut dire, l'événement fondateur, en tout cas pour ce qui concerne la philosophie européenne, à savoir le procès de Socrate. Beaucoup de personnes savent que Socrate a subi un procès, à l'issue duquel il fut condamné à mort, mais tout le monde ne sait pas de quoi il était accusé, ce qu'on lui reprochait, et surtout ce que Socrate a dit durant ce procès, comment il s'est défendu face à ses accusateurs, et qui a fait que le tribunal d'Athènes a fini par le condamner. Vous allez voir que ça a son importance, parce que derrière la défense de Socrate, on trouve des éléments qui permettent non seulement de comprendre sa mentalité et son tempérament, mais qui permettent aussi, dans une certaine mesure, d'éclairer sa philosophie. Vous savez, il y a une phrase qui dit « Tout est politique », parce que tout ce qu'on fait a une influence sur la société ou dépend d'un certain contexte politique. Mais on pourrait tout aussi bien dire « tout est philosophique ». Tout est philosophique dans la mesure où nos paroles traduisent notre vision du monde. Alors vous allez voir que les propos tenus par Socrate durant son procès permettent de comprendre sa pensée profonde bien mieux que ne le permettrait n'importe quelle analyse de texte. Alors, à ce propos, ce serait un peu compliqué pour le coup, puisque rappelons que Socrate n'a jamais écrit un seul texte, qu'il professait un enseignement exclusivement oral. C'est Platon qui a mis par écrit les enseignements de Socrate. Et d'ailleurs, le mot enseignement n'est pas vraiment adapté, puisque Socrate disait lui-même qu'il n'avait pas de disciples, mais qu'il avait des interlocuteurs, des partenaires de discussion. Alors, dans les faits, c'est surtout une question de terminologie, parce que Socrate avait bel et bien des disciples, ou en tout cas, des adeptes, sur lesquels il a exercé une grande influence intellectuelle. Platon, que j'ai cité il y a un instant, mais aussi Antisthène, Xénophon, et d'autres un peu moins connus. Mais il est vrai que Socrate n'avait pas de disciples, au sens d'abord où il n'a jamais fondé d'école, et au sens où il considérait que la philosophie était une affaire personnelle. Une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'il considérait que la philosophie n'était pas quelque chose qu'on recevait de l'extérieur, mais qui devait émerger de l'intérieur. C'est la fameuse méthode maïeutique. La maïeutique, c'est l'art de faire accoucher les esprits. C'est l'art de faire émerger la connaissance chez son interlocuteur, sans lui dire quoi penser, sans lui dire ce qui est vrai ou faux, mais simplement en lui posant les bonnes questions. Des questions auxquelles il trouvera les réponses par lui-même, lui permettant ainsi de progresser vers le vrai. Donnez un poisson à quelqu'un, vous le nourrirez un jour. Apprenez-lui à pêcher, vous le nourrirez toujours. C'est comme ça que Socrate voyait les choses. On n'aide pas quelqu'un à cultiver son âme en le faisant à sa place, c'est-à-dire en lui donnant des réponses toutes faites, parce que ça ne marche pas. On aide quelqu'un à cultiver son âme en lui posant les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui l'amèneront à dépasser ses croyances. Puisque le véritable ennemi de la connaissance, ce n'est pas